Salut à tous, alors je vais vous présenter le cours d'SHS sur information médicale et consentement. Premier point important, le lien entre une confiance et une conscience, c'est-à-dire la confiance que le patient accorde à son médecin et la conscience professionnelle que le médecin explique à son patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une véritable évolution de la relation. Ce n'est plus le médecin qui impose ses décisions, ses choix par rapport à un diagnostic médical au patient. Le patient est véritablement acteur de sa santé et acteur des choix qu'il veut faire par rapport à ce que le médecin lui explique. Donc c'est véritablement une relation qui fonctionne dans les deux sens. Donc le médecin n'impose plus ses décisions, le patient peut en faire autant. Et rappel important de cette partie que vous avez déjà dû voir dans les cours précédents, n'oubliez pas que le corps est indisponible pour la personne, c'est-à-dire que nous ne disposons pas de notre corps pour faire ce que l'on veut, et qu'il est inviolable pour le médecin, c'est-à-dire que le médecin ne peut pas faire des choses au corps d'une personne sans l'accord de celle-ci. Autre notion clé, ce que vous devez absolument retenir, c'est que l'information qui est donnée au patient doit être claire, loyale, compréhensible, intelligible et précise, c'est-à-dire non approximative. Alors, le lien entre information et consentement, l'information doit être donnée avant le consentement, c'est-à-dire que l'information est donnée tout au long du parcours médical, elle est donnée dans le temps. Alors que le consentement, c'est le choix du patient, il est donné à un instant T, lorsque le patient se sent prêt, et c'est lui qui choisit à quel moment il donne son consentement. Donc l'information est primordiale. Pour qu'il y ait un consentement, l'information doit être donnée avant. Donc aujourd'hui, on est dans une véritable évolution du consentement qui est inscrit dans une loi, donc c'est donc légal et réglementaire. En ce qui concerne les risques, le patient doit être informé de tous les risques en lien avec son état de santé, les traitements, les diagnostics, etc. Mais il y a quand même 2 points importants à retenir. Lorsqu'il s'agit d'un risque exceptionnel mais pas grave, le médecin n'est pas obligé d'en informer le patient. C'est au choix parce que ce n'est pas quelque chose qui portera préjudice à la santé du patient. Et également, lorsqu'il y a de nouvelles découvertes qui sont faites dans l'évolution de la maladie, il est important d'en informer le patient parce que le monde scientifique évolue rapidement aujourd'hui et du coup, ils doivent être au courant des évolutions, de ce qui peut arriver, que ce soit négatif ou positif. Il faut informer le patient quand on découvre de nouvelles choses. Donc, on parle donc de la notion de risque rétroactif. Autre exception en ce qui concerne les risques, lorsqu'il s'agit d'un diagnostic ou pronostic grave, on peut tenir le patient dans l'ignorance, c'est-à-dire l'annoncer plutôt à sa famille ou à un proche que lui annoncer directement, sauf si évidemment le patient a dit qu'il ne voulait pas que sa famille soit au courant, mais pour ne pas choquer la personne, par exemple pour annoncer que, je ne sais pas, ses jours sont comptés, on peut l'annoncer à sa famille qui lui annoncera plus doucement qu'un médecin. Et également, on doit aussi respecter la volonté du patient, c'est-à-dire que si le patient ne veut pas être informé de son état de santé, qu'il soit positif ou négatif, enfin même si c'est positif, je suppose que le patient aurait envie d'être informé, eh bien on respecte et on n'informe pas le patient, c'est son choix, sa décision. Et surtout, notion très importante, tout professionnel de santé doit informer le patient. Je vais maintenant faire un point sur les différents cas et les différents types de personnes en ce qui concerne l'information et le consentement. Et tout d'abord, les mineurs. Donc les mineurs sont informés selon leur degré de maturité qui est apprécié par le soignant. Donc voilà. Et concernant les décisions prises vis-à-vis de la santé, lorsqu'il concerne un événement grave, il faut l'accord et le consentement des 2 parents. Alors que quand il s'agit d'un soin usuel ou courant, il faut l'accord que d'un seul parent. À noter que l'hospitalisation n'est pas un soin courant. Il faut donc l'accord des 2 parents pour une hospitalisation. Autre exception, lors d'une IVG par exemple, le mineur peut tenir ses parents dans l'ignorance s'il est accompagné d'un majeur de son choix pour la réalisation d'une IVG ou d'autres soins médicaux dont il ne veut pas que ses parents soient au courant. Autre cas de personnes, les majeurs protégés, comme par exemple ceux qui sont sous tutelle. Ils sont informés et ils consentent selon leur degré de discernement. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, ce sont les tuteurs qui prennent les décisions en relation avec la santé du patient. Mais en cas de litige, par exemple, le tuteur n'est pas d'accord avec le patient, le médecin préfère écouter l'avis du patient si celui-ci est clair. C'est-à-dire que s'il tient un avis cohérent, le médecin écoutera la décision du patient et celle du tuteur après. Mais dans la majorité des cas, le tuteur est en charge de la santé de son patient. Vient alors le cas plus difficile des majeurs non communicants,
typiquement des personnes qui sont dans le coma ou alors des personnes dans un état psychiatrique grave qui ne peuvent pas communiquer clairement et qui ne sont pas forcément accompagnés d'un tuteur. Les médecins vont alors se tourner vers des personnes de confiance, un proche, une famille, pour avoir le consentement de ces personnes afin de réaliser un acte médical sur le majeur non communicant. Exception faite des urgences qui concernent les majeurs non communicants, également les majeurs sous tutelle ou les mineurs, parce que sauver la vie prévaut sur le consentement, vous vous en doutez. Lors d'une urgence, il est important de prodiguer les premiers soins pour que la personne ne meure pas, même si celle-ci est dans l'incapacité de donner son consentement. En ce qui concerne les informations, c'est le médecin qui doit prouver qu'il a donné toutes les informations à son patient à travers un faisceau de preuves, la plupart du temps indirects, qui peuvent être par exemple des aveux, un testament, ou encore la présomption, par exemple à travers des ordonnances ou des rendez-vous de consultation. Autre notion clé, l'information orale doit être libre, éclairée et tacite. C'est-à-dire que quand on parle à un patient, il doit comprendre ce qu'on dit. Ça ne doit pas être ambigu. Il faut que les informations données soient vraiment claires. Alors, il y a certaines exceptions où le consentement doit être écrit et signé. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive une liste qui est à apprendre par cœur. Donc, par exemple, le prélèvement d'organes ou les IVG. Qui sont des actes médicaux qui nécessitent donc la signature du patient et son accord pour prouver qu'il accepte que l'on réalise de ces actes sur sa personne. Dernier point important de ce cours, les exceptions, c'est-à-dire des actes médicaux qui sont obligatoires et qui ne requièrent pas le consentement d'une personne. Donc pareil, liste sur la diapositive. Typiquement, les vaccins obligatoires. Donc comme dit dans le titre, ils sont obligatoires, donc la personne ne peut pas s'opposer à réaliser quelque chose qui est imposé par les lois médicales. Pour finir cette vidéo, quelques petits conseils, à savoir que même si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'informations dans les cours de SHS, les premiers cours, donc à savoir les cours de Clément, restent quand même relativement faciles. Si vous les apprenez régulièrement, ce sont des petits cours et donc c'est des points faciles à avoir au concours, il suffit d'en relire un de temps en temps et ça finit par rentrer facilement dans la tête. Et mon petit conseil, d'écrire les listes, comme par exemple celle des 2 dernières diapositives sur les exceptions, d'écrire des post-it que vous pourrez mettre partout dans votre maison, comme ça vous retiendrez beaucoup plus facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous permettra de réussir le concours. Bonne chance à tous.